Suzanne Furnis, qui est directeur de recherche au muséum, ethnomusicologue, au CNRS, ethnomusicologue, spécialiste des musiques pygmées, va vous donner un aperçu de la richesse extraordinaire des musiques pygmées, des chants, et en accompagnement avec de la musique d'ailleurs. Voilà. Oui, c'est pour ça que moi j'ai quand même une petite machine et j'espère que ça marchera sans problème. Oui, ma contribution à l'ouvrage concerne la diversité et les convergences entre les musiques des différents groupes pygmées, parce que c'est comme avec les peuples eux-mêmes, le terme les pygmées regroupe des gens qui sont très différents et ont des langues différentes. Et donc le terme la musique pygmée est extrêmement réductrice, mais renvoie néanmoins à un air de famille qui est là et qui existe. Et cet air de famille, elle consiste en un style particulier qui repose d'un point de vue musical sur une complexité musicale polyphonique que l'on trouve dans toutes les populations. Chez certains, c'est du contrepoint, pas chez tous. On trouve un certain nombre d'instruments de musique qui sont partagés par plusieurs groupes, hein, pas par tous, mais par plusieurs. Il y a un timbre de la voix un petit peu rauque, que vous allez voir tout à l'heure, qui est aussi une des caractéristiques. Et puis aussi pour plusieurs populations, il y a une technique vocale particulière qui s'appelle le yodel et qui est partagée par tous les groupes pygmées de l'Ituri, c'est-à-dire du nord de la RDC. Il y en a au moins 3, les Kango, les Effet et les Aswa. Puis par les Aka et les Aka de Centrafrique et les Baka du Cameroun. Et un autre trait qui est partagé, c'est celui à quoi servent ces musiques. Je pense que ce n'est pas inutile de rappeler que les musiques africaines traditionnelles sont dans la majorité des cas et pour la majorité des répertoires des musiques fonctionnelles, c'est-à-dire qui ne sont pas faites et encore moins écoutées pour se divertir uniquement. Mais c'est pour beaucoup d'entre elles un moyen d'entrer en contact avec les ancêtres, avec les esprits, avec d'autres divinités, avec l'environnement, etc. et d'agir sur le monde. C'est-à-dire, il y a beaucoup de musiques qui sont rituelles, et tout particulièrement, évidemment, tout ce qui est musique collective, donc polyphonique, forcément collective, puisque elle rentre dans les activités spirituelles et sociales des communautés. Et là, ce que partagent aussi la majorité des groupes que nous connaissons aujourd'hui, nous sommes plusieurs ethnomusicologues maintenant à avoir travaillé en RDC, c'est Didier Demolin, en Centrafrique chez les Aka, c'est mon patron de thèse Simra Arom, moi-même, chez les Baka, Simra a fait un saut, mais c'est moi beaucoup, chez les Bagieli, c'est moi, on est au Cameroun, hein, chez les Bédians, c'est Fabrice Marandola. Au Gabon, il y a des Babongo, il y a Sylvie Legomin, Magali de Ruyter. Bon, il y a maintenant des ethnomusicologues, ah oui, au Nord-Congo, Nathalie Fernando. Donc voilà, chacun docteur d'ethnomusicologie. Donc on commence à faire un petit peu le tour aussi d'un point de vue des fonctions musicales, des formes musicales, des langages musicaux, etc. Et donc on voit que dans la majorité des cas, on a des musiques qui sont reliées à l'activité de la chasse. Que ce soit des rituels propitiatoires, c'est-à-dire qui rendent favorable la chasse, ou qui sont là pour protéger les chasseurs, ou que ce soit des rituels qui ensuite sont expiatoires, c'est-à-dire une excuse, un pardon vis-à-vis notamment des animaux, de les avoir mis à mort.
ou simplement des musiques qui se font pour annoncer que la chasse était bonne. Donc il y a plein de répertoires comme ça. Il y a une particularité aussi de ces groupes, c'est leur savoir de la forêt et des plantes, et donc des techniques thérapeutiques est élevé. Et donc il y a pas mal aussi de musique spécifique pour des rituels de guérison, parfois même selon les différentes techniques de guérison ou selon les types de maladies. Et puis, il y a plusieurs populations qui partagent le fait d'avoir un répertoire qui accompagne la collecte du miel. Dans la vraie forêt, entre guillemets, c'est dans les arbres à 30 mètres de haut, donc il faut grimper, c'est à nouveau une activité dangereuse, et donc il doit être un petit peu encadré de manière spirituelle. Je vais vous faire écouter une musique rituelle de la chasse à l'éléphant chez les Aka, Zoboko. Bon, ça marche? Oui. Je l'ai chargé ce matin. Suivez les voix. Voilà du contrepoint. Plusieurs parties vocales, mais qui ne chantent pas la même chose et qui ne chantent pas les mêmes mélodies ni les mêmes rythmes. Voir d'autres. On va au Cameroun chez les Bedjans et c'est un retour de chasse Lengo. Bon, toujours la polyphonie, mais j'espère que vous entendez que c'est quand même assez différent du premier. Je vais être là. Et encore après la collecte du miel chez les Assois en RDC. Frustrant forcément. Il y a donc il y a néanmoins des parentés aussi dans les musiques, et notamment, donc, comme je disais ceux de l'Ituri, les Aka et les Baka. Pourquoi les recherches de Serge Payuchet et Jacqueline Thomas nous ont montré que que les Aka et les Baka en Centrafrique et Cameroun ont à peu près il y a 500 ans, 500-600 ans, migré ensemble de l'est de la RDC vers le Centrafrique et le Cameroun, et donc ont une histoire commune et aussi une histoire culturelle commune avec les populations de l'Ituri. Et donc une de ces caractéristiques communes, c'est cette technique du yodel, qui est l'utilisation alternée de voix de tête et de voix de poitrine sur des voyelles non significatives. Je vais vous faire écouter chez les Baka un rituel à nouveau qui n'est que musique et qui n'est que chant des femmes. C'est les yélis. Et les yélis, c'est ce qui protège les chasseurs la nuit avant qu'ils partent à la chasse à l'éléphant. À la traditionnelle, hein? à la saké.
les populations qui n'ont pas vraiment cette technique-là ont quand même des manières de chanter semblables. Et je vais vous faire écouter les effets de Lituri à un chant de fin d'initiation. J'ai du mal à l'arrêter. Bon, voilà un petit peu sur les musiques collectives. Maintenant, bon, il y a certains instruments de musique qui sont partagés et dont un instrument de musique, un arc musical, non, oui, là aussi la poutre, c'est vrai. Mais moi, je voulais parler de l'arc musical à deux cordes. Vous avez un arc comme ça, une corde tendue à l'horizontale et une autre en diagonale. C'est un instrument des femmes. Les femmes ont l'instrument devant eux, une corde est pincée et une corde elle est frappée. Bon, ça donne deux sons. Les musiques sont pentatoniques, donc l'échelle musicale a 5 sons au minimum. Donc pour pouvoir faire des sons, il faut encore 3 autres. On en a 2 déjà à vide, il faut 3 autres. Alors, elles prennent leur menton, le positionnent comme ça, et je regrette ne pas pouvoir vous le montrer. Positionnent donc le menton sur la corde supérieure. C'est une technique que l'on trouve donc en RDC, chez les Haka et chez les Baka, et c'est toujours les femmes qui le font. Néanmoins, il y a des spécificités, et c'est là où interviennent maintenant des divergences. Chez les uns, se poser sur une marmite par terre. Chez les autres, c'est sur une marmite, sur le creux de la marmite, sur les genoux. Il y a des tout petits détails de matière de la corde, par exemple, aussi. Chez les uns, c'est métallique, des câbles. Chez les autres, c'est toujours une racine aérienne d'une vanille. C'est une liane qui a des caractéristiques acoustiques particulières et qui est utilisée comme corde d'instrument à cordes en Afrique centrale. Et une grosse différence, la vraie différence, elle est dans les contextes. Chez les effets de Lituri, cet instrument-là est joué uniquement dans le cadre de l'initiation féminine. Les femmes sont même enfermées dans des huttes, jouent à l'intérieur, on ne les voit pas. Chez les Haka, on sait que par l'analyse des paroles, que c'était anciennement une musique rituelle qui accompagnait les hommes qui étaient partis à la chasse pour provoquer spirituellement, par une connexion spirituelle entre les femmes et les hommes partis à travers la musique, pour provoquer l'heureuse issue de la chasse. Mais aujourd'hui, c'est plutôt un divertissement et ça raconte le bossu, celui qui mange la viande qu'il ne devrait pas manger, ou l'homme qui dérange la femme trop la nuit parce qu'il veut trop coucher avec elle et elle a envie de dormir enfin. Et chez les Baka, c'est toujours les femmes, c'est toujours l'affaire des couples, mais ce n'est que affaire des couples et on n'est plus du tout dans un contexte rituel. Donc il y a ainsi des musiques différentes, il y a des rituels spécifiques aussi, des musiques tout à fait, des contextes sociaux de pratiques musicales qui sont tout à fait spécifiques aux uns et aux autres. Ce qu'ils partagent et ce qui est important aujourd'hui dans cette perspective de où vont-ils, pour me raccrocher aussi au troisième chapitre, même si ce n'est pas dans mon article, c'est qu'ils sont partout où ils vivent reconnus comme étant de bons musiciens, de bons danseurs, de bons animateurs de fêtes et de bons vecteurs d'introduction de nouveautés musicales. Et donc, on fait facilement appel au Bagieli, au Baka, au Haka, au Effet, pour venir animer les fêtes nationales, l'arrivée du préfet, etc. Et pour danser pour les autres. Et donc, il y a déjà, dans un contexte local, cette situation de se présenter musicalement vis-à-vis des autres. Et en général, les musiques choisies sont des musiques qui, dans leur contexte, ont une fonction rituelle
et qui sont sortis du contexte rituel et deviennent donc l'emblème sonore de la culture pour la présenter. Et c'est sur cette base-là qu'aujourd'hui, on trouve de plus en plus régulièrement aussi des groupes de musiciens Aka du Nord Congo. Il y avait des Aka de Centrafrique qui sont venus en France, qui viennent en France, en Europe. Il y a des Baka qui vont aux États-Unis, enfin, en Angleterre, sur des initiatives soit de promoteurs locaux non pygmées, soit de personnes, de musiciens européens ou américains qui viennent donner une occasion aux musiciens, aux Baka, de faire connaître leur musique. Et le hiatus est déjà dans ma phrase, vous avez vu que je me suis reprise. Parce que des musiciens Baka, avec cette acception que nous l'utilisons, nous, aujourd'hui, n'existent pas. Et il y a là, donc là, un changement de paradigme qui est une décontextualisation de la pratique musicale et un embryon de, je ne veux pas dire professionnalisation, parce que tous ces groupes qui voyagent, même Lima, c'est des gens qui, dès qu'ils rentrent, vont au chant. Donc ce n'est pas des musiciens professionnels, ce n'est pas des personnes qui vivent de leur musique, mais qui gagnent, entre autres maintenant aussi, de l'argent avec la musique. Et là, oui, il faut juste que je donne un exemple, et parce qu'il joue sur le yodel, il joue sur une petite flûte qui n'existe que chez les Aka et Baka, et qui a déjà, en 1973, été utilisée par Herbie Hancock. Ça, c'est Herbie Hancock. Et qui fait de la musique avec. Voilà. Je vais m'arrêter là. La question qui sort de tout ça, c'est avec ce changement de la fonction de la pratique musicale, il y a donc, elle est induite à la fois par cette possibilité de gagner de visibilité et de gagner de l'argent en sortant, mais aussi, on l'a vu, par exemple, par la perte des contextes traditionnels de pratique de musique. Si on n'a plus le droit de chasser l'éléphant ou les grands mammifères, on ne va pas faire les yélis. Parce que si la nuit, les femmes chantent les yélis, ça s'entend sur des kilomètres. Donc, ils ne vont pas dire « Attends, on va aller sortir, faire une chasse qui est interdite. » Et également, au retour, on ne va pas faire le rituel du retour, puisque si une telle chasse est faite et la viande est ramenée, ben, on va plutôt le taire. Et parfois, ben, les pratiques ne sont plus du tout faites de manière traditionnelle. Une autre question posée par cette mise en scène, mise sur scène des musiques, la spectacularisation, c'est que les représentations sont faites en fonction de la demande de l'autre. Que ce soit le chef, que ce soit donc les citadins nationaux, que ce soit les occidentaux, l'esthétique, le formatage, le choix de ce qui est montré, le choix des costumes, la composition du programme, tout ça, ça correspond finalement au fantasme qu'ont les citadins et les occidentaux par rapport à la musique ou aux musiques pygmées. Et donc, d'un côté, le positif est qu'il y a une visibilité, on les entend, c'est des bons musiciens, hein, donc c'est de la belle musique. Mais elle est totalement esthétisée et bon, c'est juste une petite partie, donc elle est relativement, c'est réducteur, elle est réduite dans les formes qui sont présentées et surtout dans le sens à la pratique musicale, mais elle est quand même visible. Et donc là, c'est aux gens de décider si oui ou non ils veulent partir ou non. Ce n'est pas à nous de dire non, vous n'avez pas le droit aussi de vous métisser ou de métisser les musiques, parce que ça c'est leur choix individuel et leur cheminement individuel dans le monde d'aujourd'hui.